Bienvenue à Cogito, l'émission qui fait la lumière sur la recherche et la création étudiante à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Aujourd'hui, en compagnie de Natacha Dargy, nous entamons une visite de l'ADN pour comprendre une déformation de la valve aortique du cœur. Nous espérons reconstruire cette même valve grâce au génie tissulaire et à Catherine Tremblay, et Dimitri Pagiendou Yenchare nous permet d'en savoir plus au sujet du droit des communautés locales et autochtones sur leur savoir traditionnel. Bonjour, je m'appelle Natacha Dargy, je suis étudiante à la maîtrise avec mémoire en médecine expérimentale à la faculté de médecine. Mes travaux portent sur la bicuspidie valvulaire aortique, qui est une pathologie de la valve aortique du cœur, finalement. Puis cette valve-là sert à éjecter le sang dans la circulation sanguine à chaque fois que le cœur bat. Et les causes de la maladie sont toujours inconnues. Puis mon hypothèse, c'est que la maladie se transmet de façon génétique. Donc, elle a des origines génétiques, justement. Il faut savoir qu'une valve normale, chez un patient qui n'est pas atteint de la maladie, leur valve aortique a 3 feuillets qui vont s'ouvrir puis se fermer à chaque fois que le cœur bat pour laisser le sang aller jusque dans la circulation sanguine. Mais chez les gens qui sont atteints de bicuspidie, leur valve a seulement 2 feuillets. Puis ça entraîne une panoplie de complications médicales par la suite. Souvent, les patients ont beaucoup plus de risques de développer ce qu'on appelle des endocardites bactériennes. C'est comme des inflammations de la couche intérieure du cœur qui comprend les valves. Et aussi, on voit souvent leur aorte qui est dilatée, donc est anormalement grande au niveau de son diamètre. Et éventuellement, ça peut rupturer, faire une déchirure du vaisseau sanguin. Puis évidemment, c'est une complication qui est très dangereuse. Mais souvent, ce qu'on va voir, la majorité des patients atteints de bicuspidie ont des dépôts de cristaux de calcium sur les feuillets de leur valve. Ça va rigidifier la valve, puis ça va l'empêcher d'ouvrir puis de fermer correctement, finalement. Et puis ça va causer tout plein de complications à long terme. Les gens qui sont atteints de bicuspidie n'ont pas une valve qui est optimale pour fonctionner de cette façon-là, puis en plus, on leur demande un effort incroyable. Puis, donc, on pense que où la solution se trouve, ce serait vraiment dans le stress mécanique, là. Ils vont être de plus en plus essoufflés, ils vont être même étourdis. Puis juste de faire des tâches banales comme d'aller chercher le courrier ou de monter les escaliers, pour eux, ça devient difficile parce que leur valve est tellement calcifiée, tellement rigide, qu'elle a de la misère à s'ouvrir puis à se fermer pour laisser passer le sang. On doit absolument opérer les patients à cœur ouvert pour remplacer leur valve parce qu'elle ne fonctionne vraiment plus. C'est la malformation congénitale, donc qui est présente à la naissance, qui est la plus fréquente dans la population. Chacune des chirurgies coûte ici environ 75 000 $ au système de santé québécois. Et le nombre de ces chirurgies-là est à la hausse. La durée de vie d'une prothèse n'est pas infinie. Une prothèse mécanique va durer jusqu'à environ 20 ans si tout se passe bien chez le patient, s'il n'y a pas d'autres problématiques, alors qu'une prothèse d'origine biologique va durer à peu près 10 ans. Le patient a besoin de prendre des anticoagulants pour le restant de sa vie. Puis aussi, il y a toujours un petit cliquetis, un petit clic qui va se faire entendre à chaque fois que la valve va s'ouvrir puis va se fermer. Puis des fois, les patients trouvent ça pas très intéressant puis un peu dérangeant. On ne connaît pas les causes de la maladie, aucunement. On voit comme une agglomération de cas dans une même famille, ce qui pourrait nous laisser penser que ça se transmet de façon génétique. Notre hypothèse, c'est de se dire que certaines erreurs dans l'ADN, certaines mutations, vont augmenter la susceptibilité de développer la maladie. Le séquençage, ça détermine l'ordre de la séquence de l'ADN d'un individu. Donc, l'ADN est composé de 4 types de ce qu'on appelle des bases, qu'on va appeler A, T, C et G. Ces bases-là vont faire au final une très, très longue séquence de 3 milliards de bases composées de ces 4 bases-là insérées dans un certain ordre. On peut séquencer seulement certaines régions de l'ADN qui nous intéressent ou on peut aussi séquencer la totalité du génome d'une personne.
La quantité d'ADN par patient qu'il faut pour faire le séquençage puis le génotypage, c'est surprenamment petit. En fait, pour le séquençage, ça avait pris quelques microlitres, donc 10 à la moins 6 litres de volume d'ADN, donc une fois qu'il avait été extrait du sang et tout ça, pour faire le séquençage. Pour ce qui est du génotypage, ça en prend encore moins. Certaines manipulations vont exiger de réaliser les étapes dans un ordre particulier et de respecter certains temps, justement parce que si je ne les respecte pas, je vais tout perdre. Puis l'ADN des patients que j'ai extrait du sang est tellement précieux, j'ai quelques centaines de patients. Donc, si au final, dans une manipulation, j'ai mal respecté une étape, je peux avoir complètement tout perdu l'ADN qui est extrêmement précieux. Tu sais, c'est des patients qui ont donné leur temps, qui ont généreusement accepté de participer à la recherche. Dans mon projet de recherche, j'ai un total de 350 patients qui ont la maladie et 450 patients qui n'ont pas la maladie pour pouvoir faire des comparaisons entre les deux groupes. Le séquençage nouvelle génération est très coûteux. Donc, on ne pouvait pas séquencer toutes les régions d'intérêt que je voulais vérifier chez les 350 patients. Ça aurait coûté une petite fortune. Donc, on a sélectionné un sous-groupe de 48 patients. Et ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de, par la suite, sélectionner les mutations que l'on veut génotyper. Et alors là, au génotypage, on inclut les 350 patients qui ont la maladie et les 450 qui ne l'ont pas. On a découvert quelques mutations complètement nouvelles, donc jamais identifiées auparavant, que ce soit dans la bicuspidie ou dans une autre maladie. Et puis, on a des mutations qui sont évaluées comme étant potentiellement dommageables chez l'humain. Donc, ces mutations-là nous intéressent. Oui, c'est celles-là qu'on veut tenter d'étudier plus en profondeur chez plus de gens aussi. Il y a beaucoup de bases de données de séquençage qui sont accessibles au grand public gratuitement. Évidemment, c'est complètement anonyme. Puis je pense entre autres au 1000 Genomes Project. Ce sont simplement des échantillons des groupes de patients, donc de différentes origines ethniques, que ce soit des Afro-Américains, que ce soit des Asiatiques, des Européens, des Américains. À partir de ce moment-là, on peut voir à quelle fréquence toutes les mutations du génome en entier se retrouvent dans soit complètement l'échantillon total ou dans les différents groupes d'origines différentes. C'est sûr que ultimement, le but d'en savoir plus sur la composante génétique de la bicuspidie, ce serait d'identifier des cibles potentielles qui pourraient servir de thérapie ou d'agents thérapeutiques pour ces patients-là, quand je pense surtout à la calcification de la valve, hein, parce qu'en soi, la bicuspidie, on est avec, puis c'est pas vraiment possible avec des traitements pharmacologiques d'aller rendre la valve à 3 feuillets quand on en a 2 au départ. Donc, ce serait surtout pour cibler les complications qui sont associées à la maladie qui n'ont pas de traitement. Est-ce que ça se transmet de façon génétique finalement ou est-ce qu'on a lieu de poursuivre cette avenue-là? Et puis, éventuellement, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on puisse confirmer ou infirmer l'utilité d'implanter un programme de suivi médical étroit pour les familles qui sont à risque. Parce que si ça se transmet de façon génétique, on est mieux de suivre de façon très rigoureuse les proches au premier degré d'une personne qui est atteinte parce qu'ils pourraient la développer aussi. Je m'appelle Catherine Tremblay, je suis étudiante au doctorat au département de génie mécanique à la faculté de sciences et génie. Mon projet de recherche porte sur le développement de nouvelles techniques de construction de valves aortiques en utilisant les principes du génie tissulaire. Le génie tissulaire, c'est une discipline qui s'attarde à la reproduction d'organes à partir de cellules vivantes et mon projet porte plus spécifiquement sur le développement de la structure tridimensionnelle de la valve aortique en utilisant des cellules vivantes humaine. Au cours de mes études, j'ai toujours été intéressée par le fonctionnement du corps humain, comment ça marche. Finalement, le corps humain, c'est une machine aussi. On peut rapporter ça à l'ingénierie de cette façon-là. Donc, j'ai toujours trouvé ça intéressant de savoir comment ça fonctionnait. Puis c'est aussi que ça apporte une composante un peu plus humaine à l'ingénierie. Donc, on fait de l'ingénierie, mais ça peut avoir un impact direct sur la vie des gens. C'est pas seulement du matériel. Donc, dans le cadre de mon projet, on cherchait à créer des pièces de remplacement. Si un jour c'est implanté chez quelqu'un, ça peut révolutionner le monde de la médecine. Donc, c'est l'aspect un peu inusité du projet, le fait de pouvoir prendre nos connaissances en génie puis de les appliquer à ce domaine-là qui est vraiment fascinant.
Dans le cadre de mon projet, on a utilisé des fibroblastes dermiques, qui sont des cellules prélevées directement dans la peau. Et les cellules sont mises en culture in vitro dans un incubateur à 37 degrés. Les cellules peuvent se multiplier. Et on ajoute un produit qui est de l'acide ascorbique qui permet aux cellules de produire eux-mêmes leur matrice extracellulaire, qui est une substance qui contient différents composants et, par exemple, des fibres, une substance un peu gélatineuse qu'on appelle la substance fondamentale et qui fait que le tout, après 21 jours, va former un feuillet cellulaire cohésif et manipulable. La technique d'auto-assemblage, c'est une technique unique qui a été développée par l'OEX, par le laboratoire d'organogenèse expérimentale. Le fait de prendre des cellules vivantes de patients, de les multiplier puis de faire un feuillet cellulaire manipulable, c'est quelque chose qui a été mis au point au LOEX ici. Tout d'abord pour créer des substituts de peau, puis après ça, la méthode s'est diversifiée pour toucher à plusieurs organes, donc les vaisseaux sanguins, les urétres, la vessie, la cornée. Mon projet, ce qui apporte de plus à la technique d'auto-assemblage, c'est que maintenant, on est capable de reproduire des structures tridimensionnelles plus complexes. La valve de remplacement idéale, ce serait une valve qui serait 100% biologique, donc 100% créée à partir de matériaux vivants, à partir de cellules vivantes. Puis idéalement, ça serait une valve qui serait aussi 100% autologue, c'est-à-dire qui provient des cellules du patient. Donc, on pourrait prélever des cellules chez un patient, lui créer sa valve et après réimplanter le nouvel organe qui est 100% biologique, donc 100% créé à partir de tissus vivants et 100% autologue, donc créé à partir de ses propres cellules. Ce qu'on recherche aussi, c'est d'implanter un substitut qui va reproduire le plus fidèlement possible la forme des valves natives et aussi leur fonctionnalité. Je me suis inspirée de quelques techniques qui étaient présentées dans la littérature, qui étaient effectuées par d'autres groupes de recherche, qui n'est pas exactement ce qu'on développe nous ici, parce qu'une valve aortique créée par auto-assemblage, c'est la première fois que c'était tenté dans la littérature. Mais je me suis quand même inspirée de différentes techniques qui utilisaient des tissus plans qui sont présentés dans la littérature. Et je me suis aussi surtout inspirée de mes connaissances d'ingénieur, puis des techniques de mise en forme des matériaux qu'on utilise habituellement en ingénierie avec des matériaux plus traditionnels comme les métaux, comme les polymères. Et j'ai adapté ces techniques de construction-là, par exemple le moulage, pour l'utiliser avec des tissus vivants. Notre matériau de base créé par auto-assemblage, c'est un tissu plan, donc un rectangle de tissu, et on veut lui donner la structure tridimensionnelle de la valve. Donc, la première étape de construction, c'est une étape qui se passe à plat, et on a développé différents outils pour nous aider. À cette étape, les outils, on les a nommés le gabarit à plat, qui est composé de 3 moules, en fait. La première partie est le moule du bas. On vient glisser le tissu par-dessus le moule du bas, et on vient insérer une deuxième pièce qui possède la forme de feuillet de valve aortique déployé et on vient l'installer par-dessus le tissu et on vient le replier par la suite. Et l'étape finale, c'est de venir insérer sur le dessus une autre pièce qui, elle aussi, possède la forme des feuillets de valve déployés et on vient prendre le tissu en sandwich entre les différents moules pour venir appliquer une pression partout pour promouvoir la fusion entre les différentes couches et pour que le tissu se moule à la forme des feuillets de valve déployés. La deuxième étape de construction, c'est celle qu'on voit sur les 3 autres images qui utilisent cette fois-ci un gabarit tridimensionnel. Et le gabarit tridimensionnel nous permet de prendre le tissu qu'on a premièrement mis en forme dans le gabarit à plat et de lui donner une forme cylindrique parce que la valve aortique, finalement, c'est un cylindre à l'intérieur duquel on retrouve les 3 feuillets qui sont capables de s'ouvrir et se fermer selon la direction du débit. Après la période de maturation, on a une valve qui est à la verticale, comme ce qu'on peut voir sur la première image. Et tranquillement, chaque pièce du gabarit, la base ici cylindrique, va être retirée. Et par la suite, les pièces en plastique qui formaient la forme des feuillets déployés vont être retirées. Et à la fin, on obtient seulement les tissus qui sont installés dans un support pour qu'on puisse les tester à l'intérieur du bioréacteur. Le bioréacteur a été conçu dans une phase précédente
au projet par une étudiante à la maîtrise avec qui j'ai collaboré. Et c'est un bioréacteur qui a été conçu spécialement pour le projet des valves aortiques conçues par auto-assemblage. On l'a conçu spécialement pour tester les substituts qu'on allait créer par la suite dans le cadre de mon projet de doctorat. Donc, c'est pas quelque chose qu'on retrouve sur le marché, qui a d'autres utilités. C'est vraiment fait spécialement pour tester des valves construites par auto-assemblage. On retrouve une pompe qui stimule le cœur, donc qui va nous permettre de produire un débit pulsé, et différentes composantes qui nous permettent de reproduire l'élasticité des artères, la résistance périphérique des vaisseaux sanguins qui ont un diamètre qui devient de plus en plus petit. Donc, cette résistance peut être imitée à l'aide de pinces qu'on ajuste sur le bioréacteur. Souvent, on dit que le bioréacteur, c'est un peu comme un mini-centre de conditionnement physique pour les valves. On prend des tissus qui ont été cultivés en culture statique et on veut leur imposer des contraintes dynamiques pour qu'elles deviennent de plus en plus aptes à répondre aux contraintes dynamiques vraiment intenses qu'on retrouve à la sortie du cœur. C'est important de voir le long terme dans les projets de recherche parce que souvent, quand on est au départ, au premier balbutiement, on a des objectifs plus modestes. On essaie de mettre les bases du projet. Puis c'est important de se rappeler que ce qu'on fait présentement va avoir un impact plus tard dans 20, 30, 40 années. Puis qu'est-ce qui va se développer dans 50 ans n'aurait pas pu être possible si aujourd'hui, il n'y a personne qui met les bases puis qui remplit les premières étapes. C'est comme penser aux valves de remplacement qui sont utilisées aujourd'hui, que les chirurgiens utilisent pratiquement tous les jours pour remplacer des valves malades. Mais il y a 50 ans, ces valves-là faisaient l'objet de recherche aussi. Puis aujourd'hui, on les utilise couramment, puis les prototypes sont de plus en plus évolués. Ce que j'espère pour mon projet de recherche, c'est que ça ait permis de mettre des bases solides pour la suite du projet. J'espère que ce que j'ai réalisé aujourd'hui va permettre de développer des valves par auto-assemblage qui un jour pourraient être implantées chez un humain, chez un enfant. Et c'est ce que j'espère pour la suite de mon projet, que ce que j'ai fait aujourd'hui va servir aux autres étudiants qui vont me suivre, puis qu'un jour, on puisse atteindre l'objectif ultime. Les plus grandes qualités d'un chercheur, selon moi, c'est tout d'abord d'être curieux et puis de ne pas avoir peur aussi de faire des erreurs parce que je pense que ça fait partie du processus de recherche. Donc, d'être inventif, d'être curieux, puis aussi de savoir que ça ne marchera pas toujours du premier coup, mais de savoir que ces erreurs-là vont nous amener plus loin dans le futur. Bonjour, je suis Dimitri Paguiendou-Yenchare, candidat au programme de doctorat en droit. Mon projet de recherche porte sur le protocole de Nagoya et le respect des droits collectifs des communautés autochtones ou locales sur leur savoir traditionnel associé aux ressources génétiques. Par ressources génétiques, il faut entendre le matériel génétique d'origine animale ou végétale qui peut avoir une valeur effective pour l'humain. Dans le cadre de ce projet de recherche, il s'agit donc de savoir de quelle manière on protège les savoirs traditionnels des communautés autochtones ou locales lorsque ces savoirs sont utilisés pour la fabrication de nouveaux produits qui peuvent être alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques. Le protocole de Nagoya est une convention internationale qui est entrée en vigueur seulement ce 12 octobre 2014 et qui vise à organiser, d'une part, l'accès aux ressources génétiques et d'autre part, le partage juste, équitable des avantages qui découlent de l'utilisation de ces ressources génétiques. Il faut noter que le protocole de Nagoya met en œuvre le troisième objectif de la Convention sur la diversité biologique, qui est l'une des 3 conventions qui a été adoptée au sommet de la Terre à Rio en 1992. Et les 2 autres objectifs de la Convention sur la diversité biologique sont d'une part la conservation de la diversité biologique et d'autre part l'utilisation durable de la diversité biologique. La situation qui prévalait avant l'adoption du protocole de Nagoya était celle dans laquelle des bioprospecteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées à la recherche et à la collecte de ressources génétiques, allaient auprès de communautés autochtones ou locales, s'inspiraient de leur savoir traditionnel et concevaient donc de nouveaux produits alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques. Ces produits pouvaient faire l'objet de brevets et être commercialisés, ce qui procurait des bénéfices économiques aux industries qui étaient à la base de la conception de ces nouveaux produits, mais les bénéfices économiques n'étaient pas partagés avec les communautés autochtones ou locales. Les savoirs traditionnels ne peuvent pas faire l'objet de brevets parce qu'ils échouent notamment à remplir une condition, celle de la nouveauté, parce qu'ils sont partagés collectivement et depuis des millénaires par des communautés autochtones ou locales.
Il faut noter également que le brevet octroie un droit privatif à une entreprise, c'est un droit personnel. Or, les savoirs traditionnels sont détenus collectivement. Dans la littérature, plusieurs auteurs avancent qu'il y a de nombreux cas de biopiraterie, c'est-à-dire d'appropriation illicite des savoirs traditionnels. En fait, c'est l'hypothèse dans laquelle des utilisateurs, un chercheur, une entreprise, s'approprient de façon illégitime, sans demander en réalité, les savoirs traditionnels d'une communauté autochtone ou locale, puis ensuite on demande la protection par brevet. D'autres auteurs avancent plutôt qu'il ne s'agit pas d'une réelle situation d'abus dans la mesure où les entreprises pharmaceutiques naviguent un peu à vue entre une situation de légalité et de légitimité. Mais il y a une question éthique, c'est de savoir s'il est juste que les produits conçus à partir des savoirs traditionnels puissent faire l'objet de brevets et donc procurer des avantages monétaires à une entreprise, alors que les communautés qui sont détentrices de ces savoirs ne reçoivent pas en retour une certaine compensation, qu'elle soit monétaire ou non monétaire, de l'utilisation de leurs savoirs traditionnels. Dans le cadre de ce projet de recherche, moi je suis véritablement intéressé à contribuer à la réalisation du développement durable. Il faut bien se rendre compte que si on se situe dans l'hypothèse idéale dans laquelle le protocole de Nagoya est mis en œuvre comme il faut, ces communautés autochtones et locales, elles peuvent disposer de moyens nécessaires pour lutter déjà contre la pauvreté. Cela peut créer de l'emploi pour ces communautés. Cela peut tout simplement leur permettre de vivre mieux. La mise en œuvre du protocole de Nagoya, notamment en Afrique, pose de nombreuses questions, aussi bien sur le fond du droit que sur des questions plus institutionnelles d'ordre de la gouvernance. Sur le point de vue du droit, le protocole de Nagoya utilise avec générosité l'expression de communautés autochtones ou locales. Qu'est-ce que c'est en réalité ? Comment est-ce qu'on fait pour circonscrire en réalité les limites d'une communauté autochtone ou locale? Et ça, c'est une question de droit véritablement importante à laquelle les États auront à répondre. Comment est-ce qu'on fait en pratique pour déterminer ce que c'est qu'un savoir traditionnel aujourd'hui? Avec l'arrivée d'Internet, le monde est interconnecté, tout le monde a accès à de nouveaux savoirs. D'autres personnes prétendent que les savoirs traditionnels ne sont pas forcément liés à leur caractère ancien et qu'ils sont beaucoup plus dynamiques et évolutifs. Certes, mais en droit, comment est-ce qu'on fait pour les apprécier, pour dire en une fois, voici un savoir traditionnel, il a été utilisé par un utilisateur pour la conception d'un nouveau produit qui a été breveté par exemple, et donc il faut partage des avantages qui découlent. Dans le cas de ma thèse, j'analyse 3 cas de bioprospection relatifs au Houdia gordoni, au teff et à l'huile d'argan. Le Houdia gordoni est un cactus connu depuis des millénaires par les communautés San en Afrique australe. Et ces communautés s'en servaient lors de leur longue partie de chasse pour éviter de ressentir la faim. Et donc cette plante a intéressé un centre de recherche sud-africain qui a déposé un brevet à propos pour la conception d'un nouveau produit qui servirait à lutter contre l'obésité. Le teff est une céréale de la famille du millet qui est connue depuis des millénaires par les Éthiopiens, qui est utilisée dans l'alimentation de base de tous les Éthiopiens. Et les Éthiopiens eux-mêmes lui associent des vertus de course sur longue distance. Et donc cette plante, le teff, a fait l'objet d'un contrat de bioprospection avec une firme hollandaise. En fait, le teff a intéressé l'industrie hollandaise simplement parce qu'elle ne contient pas de gluten. Et donc, c'est un produit qui pouvait être commercialisé dans d'autres pays pour l'alimentation des personnes qui développent une allergie au gluten notamment. Et l'huile d'argan, c'est une huile qui est produite à partir des fruits d'un arbre, l'argan, que l'on retrouve au Maroc et puis dans d'autres pays, en Inde. Et cette huile, les femmes marocaines possèdent un savoir traditionnel sur sa fabrication depuis le XIIIe siècle. Et c'est une plante qui intéresse l'industrie cosmétique parce qu'on lui associe des vertus de protection de la peau, etc. L'approche exploratoire consiste essentiellement à réaliser
d'une part des entretiens non directifs avec les acteurs gouvernementaux qui sont intervenus dans le cadre des contrats de bioprospection qui ont concerné les ressources que je vise dans ma recherche. Puis éventuellement des entretiens avec les chefs d'entreprise, en tout cas les représentants des entreprises qui sont intervenus dans le cadre de ces accords-là. Et puis, je réaliserai des groupes de discussion, des focus group avec un échantillon représentatif des membres des communautés autochtones ou locales dont les savoirs traditionnels étaient en jeu. Quelles sont les nouvelles avenues en droit qu'on peut découvrir pour protéger les savoirs traditionnels? C'est à cela que mon projet de recherche contribue. Cette recherche que je vais mener va mettre à la disposition des entreprises canadiennes et québécoises qui sont parmi les leaders dans le domaine de la biotechnologie, un cadre de référence clair sur la manière d'accéder aux ressources génétiques dans les pays où se trouve un cadre de référence clair sur l'accès aux savoirs traditionnels des communautés autochtones ou locales qui sont détentrices de ces savoirs, un cadre de référence clair sur la manière de partager les avantages avec les communautés autochtones ou locales.